Les entretiens du marquis. Djokovic, passe vaccinal, l'Empire contre-attaque. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour tous les likes, n'hésitez pas à continuer et puis à diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux. Merci à tous et puis aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je suis un petit centre comme ça et c'est bien d'être aidé et puis de recevoir beaucoup de likes, ça fait vraiment plaisir. Et puis certains m'ont demandé d'ouvrir les commentaires, je vais le faire, on va voir les commentaires, comme ça on pourra aussi discuter en dessous. Alors, je reprends mon titre, Djokovic passe vaccinal, l'Empire contre-attaque. Nous avions eu au début janvier d'excellentes nouvelles, on avait vu l'État reculer sur le port du masque en extérieur, de nombreux journalistes, voire de scientifiques, venaient un petit peu à notre rescousse en expliquant qu'Omicron signait peut-être la fin de la pandémie. Évidemment, ça ne pouvait pas rester comme ça, cela demandait une réponse de nos adversaires. Eh bien, l'Empire contre-attaque, et avec deux mauvaises nouvelles qui arrivent le même jour. Le pass vaccinal est définitivement adopté à l'Assemblée nationale, et Djokovic, le numéro 1 mondial, ne pourra pas jouer l'Open d'Australie. Je vais revenir sur ces deux nouvelles avec toujours cette étude au niveau de la communication. On va commencer par Djokovic. J'habite en Australie, j'ai suivi la presse et puis j'ai suivi en direct aussi le verdict. Si Djokovic ne veut pas jouer l'Open d'Australie, c'est que les trois juges ont estimé à l'unanimité qu'il était un facteur de désordre public. En effet, il aurait donné des arguments aux anti-vax et serait peut-être contribué à limiter la vaccination. Voilà ce que les juges ont retenu de l'attaque du ministre de l'Immigration. Il faut bien comprendre que ce verdict peut sembler très curieux aux yeux des Français. Et je ne vous cache pas qu'au niveau australien, c'est un désastre. La presse parle de... je n'utilise pas le mot bérésina, mais le terme exact, c'est j'utilise le mot fiasco. C'est un fiasco l'histoire de Djokovic. Alors je voudrais revenir sur plusieurs choses. Comment ce verdict a pu avoir lieu? Je rappelle que le ministre de l'Immigration, au niveau du droit, pouvait en effet, sans que les choses soient véritablement argumentées, casser le visa de Djokovic une nouvelle fois. Comme Djokovic a porté plainte, il fallait que Djokovic prouve qu'il ne soit pas un facteur de désordre public. Il n'a pas pu le prouver pour une raison simple, c'est que personne ne peut prouver l'inverse non plus. Et nous nous retrouvons dans une situation assez étonnante où quelqu'un qui n'a commis aucune faute, qui a fait de la prison, parce que les centres de détention pour immigrés légaux, ce sont des prisons en Australie, qui a eu deux procès, qui a subi une campagne de presse inouïe et qui est certainement, je pense que Djokovic est certainement marqué psychologiquement, il va avoir besoin de repos et de se reconstruire. Eh bien, Djokovic n'a strictement rien à se reprocher. Et il est exclu d'un pays parce qu'il a choisi, parce qu'il a une opinion sur la vaccination. Ça nous rappelle, je suis désolé de le dire, mais le temps de l'URSS. Quelqu'un qui a décidé de soutenir une thèse légale, j'entends, il n'y a rien d'illégal dans ce que fait Djokovic, et qui est chassé pour cela, ça nous rappelle les dissidents soviétiques. Ensuite, Djokovic, et je l'avais écrit dans plusieurs articles, n'a strictement rien fait d'illégal. Mieux, c'est un joueur de tennis plutôt généreux, et il ne faut pas trop regarder ce qu'il a fait pour l'Australie quand on est australien, parce que sinon on se sent un petit peu ingrat. Il a financé l'école de tennis de Melbourne, il a donné lorsqu'il y a eu des bushfires, il a une relation très spéciale avec l'Australie, et cette relation a été brisée par ce jugement. Je pense que certains Australiens ont la mémoire courte. Donc c'est un personnage généreux qui n'a pas voulu choisir entre sa carrière et ses convictions. Et bien quand quelqu'un ne choisit pas entre sa carrière et ses convictions, qui reste fidèle à ses engagements, en langage courant, cela s'appelle un héros. Et c'est gênant pour la presse mainstream, la presse proche du pouvoir, par exemple en France, quand je prends le Figaro, ce n'est pas possible d'accepter cette image héroïque. Donc tout ce qu'ils font, c'est de détruire l'image de Djokovic en
véhiculant des fake news. Et je dis bien des fake news. Et notamment, ils expliquent qu'il aurait dû se faire vacciner. Et qu'il avait qu'à respecter les règles. Alors là, je vais revenir sur quelque chose que la presse ne veut absolument pas prendre en compte. Et ça m'agace de lire cette chose dans le Figaro ce matin, mais je l'ai lu à peu près dans tous les journaux. C'est que lors du procès du 10 janvier, devant le juge Anthony Kelly, il a montré la pièce qui lui avait permis d'obtenir son visa, son exemption, comme quoi il avait une contre-indication au vaccin. C'est pour cela qu'il dit que tout le monde devrait avoir le choix du vaccin, parce qu'il y a des contre-indications. Or, ce débat ne doit pas exister aux yeux de la presse. On ne doit surtout pas parler qu'il y a des gens qui ont des contre-indications. Et Djokovic étant dans ce camp-là, on tait cette information. Alors ça, c'est le mensonge par omission. Faire croire qu'il pouvait se faire vacciner est un mensonge, puisqu'il avait une contre-indication d'un éminent spécialiste. Et ceux qui veulent vérifier cette information, vous le pouvez, c'est dans les minutes du procès d'Anthony Kelly. Voilà, vous avez quelqu'un qui a toujours été généreux, un grand joueur de tennis, numéro 1 mondial, qui va pas pouvoir disputer l'Open d'Australie pour des raisons politiques. Un homme politique australien du nom de Craig Kelly, alors c'est pas Anthony Kelly le juge, c'est Craig Kelly, a dit « Djokovic a été le premier prisonnier politique australien ». À vous de juger. Maintenant, nous allons passer à la deuxième affaire, le pass vaccinal. Ah oui, alors là, pour le coup, l'Empire contre-attaque. Nous étions dans une période où de très nombreux observateurs, des médecins, estimaient qu'il fallait plutôt vacciner les personnes à risque, que l'Omicron nous permettait une immunité collective, etc. Donc nous étions dans une progression plutôt positive. De plus, les juges avaient retoqué le masque en extérieur. Eh bien, c'est peut-être cela qui a poussé encore plus, dans une forme d'extrémisme, les députés et les sénateurs à voter le pass vaccinal. Car en fin de compte, s'ils avaient dit non au pass vaccinal, ils auraient été obligés de se déjuger. Alors, je voudrais revenir quand même sur quelque chose. Comment peut-on justifier le pass vaccinal? On a vu des sénateurs LR expliquer que c'était peut-être pas une bonne mesure, mais que quand même ils voulaient protéger les Français. Le gouvernement lui-même utilise peu cette idée que le pass vaccinal pourrait protéger les Français, puisqu'ils sont dans une communication où il faut emmerder les non-vaccinés. Et c'est là où, si vous voulez, on se trouve dans quelque chose qui devient très dangereux. C'est que la majorité, l'AREM plus l'opposition LR, ces deux groupes politiques ont le même cœur de cible, les fameux boomers. Puisque ce sont eux qui votent pour eux. Donc il ne faut surtout pas les perdre, et il faut continuer à les fanatiser pour essayer de regagner leur vote. Et c'est ce qui fait que quand Macron ou certains LR s'adressent à ce groupe de boomers fanatisés, eh bien ils ne parlent pas à l'ensemble des Français. On a aujourd'hui des hommes politiques qui ne s'adressent qu'à un petit groupe de personnes et non plus à l'ensemble. Et au contraire, ce qu'ils essaient de faire, c'est de cliver le plus possible la population pour essayer d'avoir une tranche de saucisson, une tranche de votants, qui leur permettra d'arriver au deuxième tour et de se dire bah, j'aurai peut-être un candidat qu'ils appellent complotiste ou Dieu sait quoi, et on refera le coup de 2017, on sera réélu. Je trouve que ce plan quelque peu machiavélique devient de plus en plus dangereux. Remarquez par exemple comment ce cœur de cible est choyé. On va prendre des mesures complètement absurdes, on va faire souffrir les gens, mais on va faire plaisir aux boomers. Exemple, le masque en extérieur. Il n'y a plus aucun scientifique qui défend le masque en extérieur. Non, on sait que ça ne sert pas à grand chose. Mais par contre, les personnes âgées, elles ont l'impression qu'elles sont protégées lorsqu'elles portent le masque. Et d'ailleurs, quand vous baladez dans la rue, vous voyez souvent des personnes âgées avec un masque. On a envie de leur dire, mais enlevez ce masque, respirez, bon sang. Hein, je ne parle pas des centres-villes, je parle par exemple dans les forêts, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Voilà. Donc, ils sont terrorisés et on va répondre à leur peur. Donc, l'objectif de Macron et la course à l'échalote des LR, c'est de s'agiter pour essayer de faire plaisir
à cette population de boomers qu'ils arrivent facilement à manipuler par la peur. Et c'est quelque chose de terrible parce que ces personnes âgées sont souvent des gens très gentils, demeurants, mais sont allés tellement loin dans la collaboration qu'ils me font penser un petit peu à ces staliniens d'autrefois. Vous savez, on leur disait oui, mais Staline, il a quand même déporté des gens en goulag, et ils disaient ah non, c'est pas vrai, Staline n'a jamais fait ça. Comment reconnaître ses torts lorsqu'on s'est donné avec passion, avec cœur, derrière un mouvement, et qu'on doit reconnaître qu'on s'est trompé. Vous imaginez que ce sont des gens qui ont fait une 3e dose, qui ont vacciné leurs enfants? Comment leur faire comprendre qu'ils sont dans l'erreur, peut-être? Qu'il faut peut-être passer à autre chose? C'est vraiment très très compliqué. Et le pouvoir politique, ce qu'il fait depuis le début, c'est de manipuler cette tranche d'âge, comme je vous l'ai dit, pour être réélu. Eh oui, l'amour-propre. Moi, j'ai dans mon entourage des gens comme ça qui se sont trompés de combat et ils sont incapables aujourd'hui de reconnaître qu'ils ont été dans l'erreur. Ça serait trop dur. Vous imaginez se dire, mais en fin de compte, je me suis conduit comme un salaud. C'est pour cette raison que je voudrais terminer sur Nietzsche. Le philosophe allemand Nietzsche, comme disait Laurent Gérard. Nietzsche disait que le plus grand ennemi de la vérité, ce n'est pas le mensonge, c'est la certitude. Et oui, parce que celui qui ment, il connaît la vérité, juste il manipule. Les menteurs, c'est Macron. Par contre, ces boomers qui ont la certitude, certaines certitudes sur le vaccin, en ce moment, l'actualité leur prouve qu'ils se trompent. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt pour un nouvel entretien. Au revoir.